Donc, Denis Antemeyer, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Mes champs de compétences sont plutôt la mécanique et la physique des matériaux, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui, puisque je suis venu partager avec vous mon engagement dans la diffusion de la culture scientifique. J'ai oublié de le dire, je suis donc auditeur de la promotion Germaine Tillion. Donc en fait, ça a démarré il y a très très longtemps, puisque travaillant sur un domaine où effectivement j'étais capable de faire des démonstrations d'utiliser des matériaux qui possédaient un comportement assez démonstratif, on m'a tout de suite demandé de participer à la fête de la science, bien évidemment, devant les collégiens. Donc ça, c'était une chose qui m'a été, on va dire, imposée peut-être lors de la première année, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la volonté a été de poursuivre, effectivement, puisque l'expérience a été très enrichissante. J'ai voulu monter effectivement mon propre projet par la suite, mais on va passer rapidement. Ce qui compte le plus intéressant, c'est les termes que vous avez ici à votre droite, qui illustrent un petit peu l'état d'esprit qui progressivement a changé en ce qui me concerne, dans le cadre, si on cherche à définir l'objectif, si vous voulez, de la diffusion de la culture scientifique. Il y a un deuxième transparent qui poursuivra ces différentes thématiques. Non, pardon. Donc en 2008, j'intègre le conseil scientifique du réseau Ubercurien au titre de mon établissement. Et une étude en 2008, c'est à partir d'une étude que la suite est intéressante. Le public ne fait pas plus de 30 km pour venir assister à une action de CSTI. Voilà. Bon. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Et donc, effectivement, c'est à partir de cette étude-là au sein de ce réseau, on a décidé de monter un projet qui avait pour but d'atteindre, on va dire, les populations qui n'étaient pas atteintes par nos actions qu'on faisait chez nous, dans l'établissement. Et que les actions des partenaires également, puisque le réseau, c'est un ensemble d'à peu près une quinzaine de partenaires qui mélangent universités, établissements de recherche, associations, éducation populaire, etc. Donc le projet CERCO, qui a été labellisé projet d'investissement d'avenir, que j'ai dirigé donc pendant 5 ans, donc qui vient de se terminer, avait 4 orientations. Je vais en parler d'une seule aujourd'hui ici. C'est ce qu'on a appelé l'irrigation du territoire, ce qu'on appelle parfois faire du hors les murs. L'objectif étant d'atteindre effectivement les gens qui ne venaient pas de manière, on va dire, naturelle. Et donc là encore, évidemment, progressivement une évolution un petit peu dans ma façon de voir les choses, sachant qu'effectivement, en tant qu'enseignant-chercheur, il est vrai que la diffusion de la culture scientifique, on va dire, c'est un peu paradoxal, c'est statutaire, mais c'est souvent bénévole quand même. Et on n'a pas non plus de formation à la base pour faire ceci. Alors, ma parenthèse, moi, concernant mon cycle IHEST, alors évidemment, au-delà de la bouffée d'oxygène de quelques jours par mois, au-delà de la découverte d'autres univers de connaissances et au-delà du frottage neuronal, j'ai envie d'évoquer, moi, c'est mon immersion. Parce que pour le coup, là, ça a été une rencontre, en fait, tout simplement. Donc j'ai eu la chance de faire mon immersion chez le général Thibaut Meurterol, donc promotion 2009-2010, voilà. Et donc qui commandait la région de gendarmerie Grand Est, Grand Est, Lorraine au début, mais Grand Est. Et voilà, effectivement, on a vu que finalement on avait des choses assez en commun, puisque j'avais un projet qui avait pour but d'aller dans les territoires ruraux, etc. C'est un petit peu le terrain, on va dire, de la gendarmerie. On a évoqué aussi cet esprit de défense, etc., etc. Et si je devais citer quelque chose, une conséquence finalement de mon cycle IHEST, c'est que je suis dorénavant auditeur IHEDN également. Donc, et donc c'est cette rencontre effectivement qui l'a permis. Mais si je devais citer encore autre chose, peut-être plus intéressant encore, sûrement plus intéressant, c'est que ça s'est concrétisé par une visite d'une délégation de la gendarmerie au niveau du laboratoire. Et effectivement, les échanges se poursuivent encore
aujourd'hui, et on compte évidemment les poursuivre, parce que si la visite a eu pour objet la science, dans un premier temps, on a eu la chance aussi d'avoir des scientifiques de l'IRCGN, sachant que Patrick Touron, directeur de l'IRCGN et auditeur aussi de l'IHEST, du GIGN, etc. Donc ça a été passionnant. Et évidemment, il y a deux sujets qu'on n'a pas évoqués, mais qu'on aurait bien voulu évoquer ensemble, effectivement. C'est la diffusion, effectivement, de l'esprit de défense et la diffusion de la culture scientifique. On a vu qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire ensemble. Et donc j'ai vu d'ailleurs assez récemment, il me semble qu'il y a une convention qui a été passée entre l'IHEST et l'IHEDN. Ça m'a rappelé effectivement à nos échanges. Troisième sujet, mais je vais passer rapidement, c'est effectivement la souveraineté scientifique, mais ça c'est un autre problème. Donc oui, on peut passer. Voilà, puisque moi, ce que je voulais surtout partager avec vous, c'est un petit peu la problématique et puis mes questionnements finalement qui pourraient se poser dans le cadre d'une réserve citoyenne. C'est vrai qu'atteindre de nouveaux publics, c'est pas forcément aller vers eux, parce que finalement, face à un centre de sciences ou un musée, il peut y avoir un voisin qui habite en face, mais qui ne viendra malgré tout jamais. Donc il n'y a pas seulement ceux qui ne peuvent pas, il y a aussi ceux qui ne veulent pas. Et il y a même, on pourrait même citer ceux qui veulent et qui peuvent, mais qui ne viennent pas, c'est qui s'auto-censurent, c'est aussi un type de public particulier, on pourrait le définir. Donc voilà, ça c'est des questions effectivement qu'on se pose, enfin que je me pose en tout cas. Évidemment, oui, voilà, le public réfractaire, c'est une grande question. Et il faut savoir. Du coup, mais on l'a évoqué aussi un petit peu tout à l'heure. Bien évidemment, quand on a des publics différents, il faut adapter sa médiation. On a vu tout à l'heure dans le premier transparent que je parlais de vulgarisation. On sait très bien, les chercheurs savent très bien qu'effectivement, quand vous faites de la vulgarisation avec un sachant, un apprenant devant quelqu'un de réfractaire, vous allez totalement à l'encontre en fait de ce que vous souhaitez faire. Donc bon, ça se voit pas très bien, mais c'est vrai que moi, j'ai pris le temps d'analyser un petit peu ce qui se passait. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde de la culture scientifique, vous avez des chercheurs de sciences et techniques essentiellement qui vont rencontrer des publics directement ou via des médiateurs, mais qu'il existe. Ça, je l'ai découvert finalement il y a quelques années. Et c'est pas si vieux que ça. Il y a quand même aussi toute une communauté de chercheurs en sciences humaines et sociales, essentiellement sciences de l'éducation, mais d'autres, qui théorisent malgré tout cette rencontre entre le chercheur ou le médiateur et le public. Et donc c'est assez intéressant. Alors le problème, c'est qu'eux-mêmes ne font pas de diffusion de leur science. Donc voilà. Donc l'idée, ça serait de pouvoir effectivement réunir ces mondes-là. Alors il y a un congrès qui s'appelle Science and You qui tente de le faire. J'ai la chance de cette année d'avoir intégré le conseil scientifique de cette conférence internationale qui doit avoir lieu à Pékin cette année. Voilà. Et donc, je vais apprendre beaucoup de choses, évidemment, en côtoyant ces chercheurs-là. Et encore une troisième problématique, mais bon, ça c'est une problématique assez récurrente, hein. C'est l'impact. Si on met des choses en place, comment faire? Quel est l'impact qu'on cherche? Comment le mesurer? Parce que, évidemment, dans le domaine des actions de culture scientifique, on fait de l'évaluation. Alors, quand on fait de l'évaluation et quand on attend les gens qu'on évalue, déjà s'ils sont venus, c'est qu'ils avaient envie de venir. Bon, en général, il y a un taux de satisfaction quand même qui est assez élevé. L'impact, c'est autre chose, hein, quand on réfère aux objectifs véritables de ce qu'on cherche à faire, c'est un peu plus compliqué. Et qui dit impact dit indicateur. Et là, pour le coup, il y a des choses intéressantes aussi qui se font malgré tout en termes d'indicateurs, et notamment, par exemple, le niveau de culture scientifique d'une population, quel que soit, on va dire, le périmètre géographique. Il y a des choses qui existent et que je trouve assez intéressantes. Et c'est vrai que dans le cadre d'un service national universel, c'est des choses qu'on pourrait mesurer, hein, en tout cas à un instant T, sur l'ensemble d'une tranche d'âge. Voilà, je vous remercie.
veut poser une question? Personne ne veut vous poser de questions. C'était trop bien. C'était... C'était pour en savoir plus là sur le public non captif, non empêché, donc celui qui veut pas venir, même s'il peut, donc réfractaire. Je me suis posé la question de savoir si je devais le mettre. Est-ce qu'il y a des exemples ou des pistes ou un vécu plus précis, je sais pas. Alors sur quel, dites-moi. Le cas de figure où il y a un public qui veut pas, alors qu'il pourrait. Alors. Est-ce que il ne veut pas. Ah oui, bah il peut. Oui. Alors quand je dis il peut, c'est dire qu'il est à proximité d'un centre. Voilà. Alors est-ce qu'il y a une action spéciale pour comprendre pourquoi il veut? Ah voilà, si j'avais. Soit c'est une cible qu'on a. Puis il faut déjà pour l'atteindre, à un moment donné, il est empêché, il faut qu'il soit obligé. C'est ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'il est réfractaire parce qu'il se déplace pas. On l'aura jamais, on n'arrivera jamais à l'atteindre, sauf par obligation. Et justement, une obligation, c'est par exemple être présent lors de journées de service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option de le tenter, quoi. Soit on l'oblige, soit tant pis. Non, mais c'était pour voir quel éventail. Je ne suis pas assez loin dans la réflexion pour pouvoir vous proposer effectivement lui donner, des choses. Comprendre ce qui peut l'attirer quand même. Je ne sais pas. Alors, oui. Des exemples. Alors, c'est vrai que j'ai pas été trop dans le détail. J'ai évoqué effectivement le programme d'investissement d'avenir Cerco. J'ai pas évoqué Escale des sciences. En fait, c'était le gros logo au milieu là de la page. Escale des sciences, en fait, c'est le programme qui perdure. Et dans ce cadre-là, on est encore en train de modifier un peu les choses. On va faire plutôt des escales en territoire. Il faut savoir qu'à l'Université de Lorraine, le service de culture scientifique vient de fusionner avec le service de culture artistique et sociétale, sachant qu'ils vont bien évidemment avoir leurs actions individuelles, mais en termes d'irrigation du territoire, les choses se font en commun. C'est-à-dire que l'idée, c'est de évidemment pouvoir, à côté d'une expo scientifique, avoir un spectacle de danse, etc. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont venir pour un spectacle de danse et qui auront l'occasion de voir une expo scientifique. C'est une première piste. Voilà. On peut avoir aussi une conférence scientifique avec d'autres activités qui ne le seraient pas à côté. Voilà. L'idée, c'est de mélanger aussi les publics. Voilà. Ouais, moi j'aimerais revenir sur ce public réfractaire. Est-ce qu'il est réfractaire parce que ça ne l'intéresse pas et qu'il préfère aller, je sais pas, voir un match de foot ou autre chose, ou est-ce qu'il est réfractaire par rapport non pas au sujet mais aux intervenants et à la structure qui organise? C'est-à-dire, est-ce qu'il est réfractaire parce qu'il refuse justement une organisation qu'il voit comme étant le sachant? Quand on regarde le sondage récent, je ne sais plus, 18% des gens qui pensent que la Terre n'est pas ronde, il faut peut-être se poser... je ne sais pas, il me semble que ça interpelle sur un public qui peut mettre en cause... Alors, dans l'exemple que j'ai donné, d'indication de niveau de culture scientifique d'une population, justement, c'est ce type de questions qu'on pose au début, puis on dit, voilà, progressivement, on corse, et puis ça permet de donner un niveau bien précis. Le chercheur en question a appelé cet indicateur-là la distance culturelle. Bon, peu importe. Pour revenir à votre question, alors clairement, oui, il y a une partie, je pense, des publics réfractaires qui sont effectivement, on va dire, repoussés, ne serait-ce que par le mot science, par exemple. Et c'est une des raisons pour laquelle Escale des sciences va probablement, notre projet, rien que le fait de dire science, parfois, voilà, ça freine. Certains, en tout cas. C'est une partie mais je n'ai pas de chiffres à vous donner sur... mais je suis persuadé que vous avez raison. Il y en a une partie qui sont réfractaires à l'université, aux sachants, quoi. Et et c'est là où la vulgarisation fait un désastre, par exemple. Merci. Ouais, juste un mot alors. Vers la connaissance parce qu'ils ont l'impression que c'est pas forcément à leur niveau. Oui, c'est encore. Vous n'avez pas posé la première question, j'en note.
Merci beaucoup. Merci.